Nous sommes un groupe d'étudiants du Global Studies Institute de l'Université de Genève. En février 2025, nous sommes partis au Panama afin de documenter la mise en place d'une communauté verte portée par l'ONG Marie Bosques de Azuero. Notre objectif est de mettre en lumière la fondation auprès d'une communauté internationale, notamment scientifique. Le Panama est un petit pays situé entre la Colombie et le Costa Rica. Plus connu pour son canal et ses avantages fiscaux, ce pays jouit cependant d'une importante biodiversité, à l'instar de son voisin costaricien, tous deux membres du corridor méso-américain. Militant depuis plus de 50 ans pour la protection de la biodiversité avec sa fondation Ecobio Panama, René Chang Marin nous a permis de mieux comprendre le contexte panaméen. En Panamá ocurre un fenómeno que es un puente natural entre todo lo que es Mesoamérica y el norte y lo que es la gran región biogeográfica del Caribe y la región biogeográfica suramericana. Así que aquí se juntan tres regiones biogeográficas, aparte del Pacífico Oriental, entonces como una encrucijada. Usted encuentra acá que hay un traslape de especies, plantas y animales que son de Sudamérica, otras son del Caribe, otras son de Norteamérica. Y sentimos que la conservación de los corredores biológicos es importante por el intercambio. Un exemple de cette richesse biologique est la péninsule d'Azuero, et plus particulièrement le parc national de Cerro Hoya. C'est aux abords de ce parc qu'est née la fondation Marie Bosques de Azuero. Pascal nous a généreusement accueillis au sein de sa fondation afin de nous partager son approche de la conservation de l'environnement. D'origine française, il vit au Panama depuis 20 ans. Il a eu l'idée de créer cette fondation en réaction à la destruction du parc et des nombreux enjeux environnementaux et sociaux de la région. Nous sommes ici à la limite du parc national de Cerro Hoya. C'est un parc qui a été complètement abandonné depuis toujours. Il a été créé en 84 et depuis, il a été laissé à l'abandon. C'est-à-dire, ce parc s'est sauvé de par sa géographie et son accès extrêmement difficile. Donc il a été morcelé aux abords, mais le cœur du parc est impénétrable. On ne peut pas abattre d'arbres, mettre de vaches, ça reste très très compliqué. Donc c'est ce qu'il a protégé, mais le problème, il y a eu beaucoup d'abus parce qu'il n'y a même pas un garde forestier, il n'y a aucun intérêt de la part du gouvernement. Cette zone ou cette région, à l'intérieur et à l'extérieur du parc national, fait face à de nombreuses menaces. Donc comme je disais, surtout à grande échelle, c'est l'élevage bovin. Il faut à peu près 1 hectare de déforestation ou de pré pour une vache, donc ça va très très vite, qu'il faut ensuite brûler par écaillage pour l'entretenir, utiliser des produits phytosanitaires pour enlever les mauvaises herbes, enfin bon. Mais à cela se greffent d'autres activités illégales auxquelles il faut qu'on fasse très attention, qui grignotent le parc, en tout cas les parties préservées, notamment l'abattage illégal d'arbres recherchés comme l'acajou, comme le nispero, enfin des arbres à forte valeur commerciale. Donc ça, c'est également une des activités illégales à laquelle il faut s'attaquer. Le problème de l'écobuage pour entretenir les prés peut créer des incendies et peut se propager sur les zones boisées. Ça, c'est encore un autre problème, évidemment. Vient à s'ajouter à cela la chasse illégale. Pas par la communauté locale qui fait une chasse de subsistance, qui a très peu de prélèvements, mais des personnes étrangères à la zone qui viennent de temps en temps chasser dans le parc national. Et puis les routes illégales, notamment celle que vous avez vue. Une route a été créée à travers le parc national de manière totalement illégale, sans aucun permis,
avec un bulldozer pour relier l'entrée et la sortie de la partie ouest du parc national. Là, il va se refermer, il faudra juste laisser le passage. Va commencer à la base. Oui. Trabajando dos aspectos fundamentales, que es la conservación de los bosques existentes, que están en parques nacionales o no estén, pero también procurando detener, contener y evitar que los bosques que no están protegidos se conserven. Y es más difícil porque al no estar protegidos bajo un sistema de áreas protegidas, de parques o reservas, sí están amparados por algunas leyes, pero no necesariamente les garantiza su sobrevivencia a futuro. La única manera entonces de que esos que no están protegidos por normas específicas sean conservados es trabajando con la gente, con los campesinos, los ganaderos, los dueños de los terrenos. Porque aquí en Panamá casi toda la tierra es privada, está en manos de alguien. Entonces, como todo el país no se puede convertir en un área protegida, porque se pensaría que eso sería lo ideal, entonces tenemos que trabajar con el convencimiento, la educación, la demostración de por qué razón es importante y es bueno conservar los bosques que están en propiedad de las personas privadas, pues dueños de fincas, como expliqué, y dueños de grandes terrenos o medianos o pequeños. ¿Y cómo? Precisamente tomando el caso del macizo de Azuero y lo que se está haciendo con la Fundación Mar y Bosques en el área de Río Ventana, que son las parcelas demostrativas de cultivos, se demostró cómo se compró el terreno y la ganadería que había en ese sitio se movió, y una parcela que era de cultivo de arroz se suspendió, se eliminó, donde se usaba bastante agroquímico, y en 2 años ya el bosque se ha regenerado rápidamente. ¿Ve? Y comienzan a venir pequeños insectos, mamíferos y toda clase de animales que van restableciendo la biodiversidad por ellos mismos en un proceso de restauración natural. Ahí no hubo que hacer reforestación, ni vivero, ni sembrar. El bosque tiene la capacidad de autorregenerarse después que se le protege y se le cuida. La fondation est basée sur plusieurs projets en fait. Le principal évidemment, donc, c'est ce corridor biologique qui va permettre de reforester, de faire un brassage génétique au niveau de la faune et de la flore, et évidemment en incluant l'activité humaine et la communauté locale qui est présente. Et nous essayons donc de trouver des activités de substitution durables et bénéfiques à la communauté, qui leur permet en même temps de reforester et de préserver leur environnement. Nous avons la chance ici d'avoir accès et de pouvoir trouver des espèces natives à forte valeur ajoutée, telles que le cacao criollo, la vanille pompona et les abeilles mélipones, naturellement présentes sur ce site, en quantité d'ailleurs, et qui représentent un potentiel très très intéressant pour la communauté et pour la fondation également. Donc nous sommes en train de développer ces 3 projets afin d'arriver au bout de leur production de manière durable et en biodiversité, c'est-à-dire que d'un côté, on a besoin de forêts et de reforestation pour arriver à les cultiver, à les élever, et d'un autre côté, la population locale peut profiter d'un rendement très intéressant et d'une forte valeur ajoutée. Alors pour l'instant, on est au stade de projet pilote. Donc on ne peut pas dire qu'on ait un impact encore énorme, parce qu'on veut proposer des activités de substitution qui fonctionnent. Donc là on est encore à l'étape de recherche, de mise en place. L'agriculture, ça prend du temps. La vanille, c'est 3 ans, le cacao, c'est 6. Bon, les mélipones, c'est tous les ans, mais il faut trouver les ruches, les capturer de manière durable, les diviser. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Donc pour l'instant, on va dire que
Certaines personnes sont curieuses de ce qu'on fait, sont venues voir. On a présenté nos projets à toute la communauté. Plusieurs ont déjà commencé par eux-mêmes à cultiver de la vanille, à avoir une ou deux ruches, à planter des cacaoyers, avant que nous-mêmes mettons en place un projet d'aide à ces communautés. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'il y a un intérêt quand même pour ce qu'on fait. Et puis à un autre niveau, on emploie aussi certaines personnes de la communauté qui travaillent sur le projet. Donc c'est pas vraiment pour les emplois qui sont créés, mais c'est le fait qu'ils soient tous les jours en contact avec ces nouvelles activités. Ils se familiarisent et ils en parlent aussi. Donc c'est un moyen pour eux aussi d'en parler dans leur famille, à leurs amis, montrer les photos de ce qu'ils font, leur parler de ces produits. Et donc ça prépare un peu le terrain avant que nous soyons vraiment prêts et qu'on puisse dupliquer un peu ce modèle aux autres fincas alentours. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes. Y yo soy Vidal Cedeño. Bueno, mi nombre es Faustino Blanco y trabajo acá en la fundación. La Fondation Marie Bosquès emploie 3 personnes. Nous les avons accompagnées dans leur quotidien pendant le temps de notre séjour. Mercedes est depuis plus de 30 ans à Ventana. Elle a rejoint le projet à ses débuts. Elle s'occupe principalement de la vanille et de l'entretien de la parcelle. Esta es que no tiene broto de aquí. Mira, exactamente. Y esta también que baja, pero hay una que tiene más. En haut, il y a l'étamine, avec le pollen. En bas, il y a le pistil, c'est la partie femelle. L'étamine, c'est la partie mâle. Ça, c'est l'étamine qu'on voit là qui sort, qui renferme le pollen. Et entre les deux, il y a une sorte de petite valve qui les sépare, qui s'appelle le rostellum. Ouais. Et en fait, il ne peut pas y avoir de contact tant que cette valve n'est pas ouverte. Donc ce qu'on fait avec un petit morceau de bois ou une aiguille, c'est qu'on soulève ce rostellum, petite valve qui empêche la pollinisation en fait. Et en soulevant le rostellum, on le laisse en haut et on met l'étamine sur le pistil. Voilà. Et c'est fait. Et là, elle est pollinisée normalement. Et après quelques jours, la fleur sèche et la tige, qui est la future gousse, est en train de se développer, verdie, et en train de grossir et de grandir. Prend une forme plus ronde. Celle-là, elle a 3 jours. Et on voit déjà que ça a pris. Celle-là, c'était hier, par exemple. Si ça ne fonctionne pas, on voit la tige jaune ici, qui aurait dû être la gousse. La fleur tombe, sèche, tombe, et c'est terminé. Wow. Il ne se passe rien. Là, ça va être parti. Là. À la fin du mois. Fausto est très polyvalent dans son travail. Il s'occupe de l'ensemble de la parcelle de la Fondation. Sí, mañana. ¿Tú la necesitas ahora? No, ahora mismo no. Digo, mañana la vas a necesitar. No. Bueno, mañana sí para sacarla, para hacerla, para los tubos. Ajá. Hoy, no me dis dessus, il peut y en avoir. Ahí estoy. Ah ouais. Vidal s'occupe de la parcelle de permaculture de la Fondation. Bueno, yo ahora mismo no tengo ganado. No tengo ganadería, no. Yo tengo la finca, la tengo rendada. Ya ahora no hay mucho, hice un contrato por 5 años. Ya trabajo mejor acá en la fundación y trabajo mejor la vainilla porque yo también tengo el proyecto vainilla. Estoy comenzando y trabajo mejor, tengo más tiempo de atender la vainilla y tengo más tiempo de trabajar acá con Pascal.
Alors ici, nous sommes en train de faire des essais de greffe de cacao criollo, sachant que c'est l'espèce de cacao la plus compliquée à greffer, avec le moins de pourcentage de réussite. Donc ceux-là ont fonctionné, tous ceux qui sont devant. Là, il y en a en attente, c'est-à-dire qu'on a mis la greffe et on la protège avec ce sachet plastique. On attend de voir la repousse comme on voit ici. Là, on a quelques-uns qui ont commencé. Au bout d'une vingtaine de jours, les feuilles commencent à apparaître sur la greffe. Et les greffes qui ont fonctionné, on enlève le plastique et on les laisse se développer. Elles ont tout de suite des tailles assez de cacaoyer adultes. Ouais. Donc on fait des essais parce que c'est assez compliqué en fait. C'est par rapport au Trinitario et au Forastero, c'est plus compliqué. Donc voilà, on est à ce stade. Et ceci afin de faire une pépinière suffisamment grande en terre pour pouvoir après développer et répliquer le projet avec le voisinage, avec la communauté et faire de la réforestation grâce au cacao. Là, vous en avez combien qui ont réussi Alors on en a pour l'instant une cinquantaine sur les essais qu'on a fait. Alors il y en a une cinquantaine qui ont pris et il doit y en avoir une centaine qui sont en attente. Là. Donc on va voir quel taux de réussite on va avoir. Si on a 50%, c'est très bien. La question de la communauté locale est centrale pour la Fondation. Elle est la clé pour pérenniser et étendre le projet dans la région. Leur présence et leur amour pour ce lieu peuvent donc être une force, non seulement pour la Fondation, mais aussi de manière plus générale pour la préservation de la biodiversité dans les alentours du parc. Me gusta mucho vivir en Ventana por el bosque y hay muchas facilidades de conseguir la comida y se vive bien. Como aquí no hay otro. Hay una situación económica en todos estos cordones forestales y en las comunidades rurales del tema de la pobreza, la escasez de recursos económicos para la familia, que cada vez van creciendo más y los hijos piensan, ¿qué hago yo ahora? Si no derribo la montaña para tener un cultivo o una ganadería, se me va a hacer más difícil sobrevivir. Entonces, en este caso, las alternativas de cultivos como el cacao, que es a la sombra, el café, el cultivo de la vainilla y la producción de miel de abeja, tal como se está haciendo en el área de Ventana por parte de la Fundación Maribosque, puede llevar alternativas económicas para esta misma gente en las zonas rurales. En el caso del macizo de acero, lo que hemos pensado y lo que hemos observado es que los jóvenes se van de la zona rural montañosa porque piensan que la montaña no van a poder tumbarla, porque piensan que la ganadería, como la hacen, no resulta económica, que los cultivos no hay precio de buen mercado, es difícil sembrar la tierra, no hay crédito, pero pensamos que se lleva alternativas como los proyectos demostrativos estos que estamos mencionando y que ellos se estabilicen, que la juventud esa se quede estabilizada acá, porque hay otro problema. Si ellos aquí en el macizo no los mantenemos estabilizados acá, van a viajar a otra frontera forestal a seguir con la deforestación. No queremos ni una cosa ni la otra. C'était le maïs d'abord, après le riz, après les légumineuses. Et à la prochaine saison des pluies, on va recommencer avec le maïs, le riz. Ouais. Là, on les a semés un peu à la volée comme ça, juste on pourra pas tous les récolter, ça fait trop après. Yo creo que sí, buen proyecto para quitar la ganadería, pienso yo. Pues. Me gusta la reforestación y me gusta el proyecto de la vainilla porque esperamos que vengan mejores días con esos proyectos. No, yo digo que es bueno, es importante porque uno tiene ingresos, trabaja, no tiene que salir. En plus d'avoir des employés, Marie Bossiès collabore avec des personnes possédant des parcelles privées dans le parc, comme Willy Palm. Après une demi-journée de marche, nous avons eu la possibilité de lui rendre visite dans la réserve La Puerca, afin de pouvoir échanger avec lui.
tengo 21 años de tener esta propiedad. Antes de ser una reserva, ahora es una reserva, era un potero. Esto era, había 70 hectáreas sin ni un árbol y rodeado por la jungla. Tengo 21 años reforestando algunas especies. Yo empecé a sembrar especies de jungla. Al fin vi que era mucho trabajo, ¿verdad? Para mí, y dejé que reforestara natural. Entonces, no son las especies que yo quería, ¿verdad? Pero igual vienen siendo árboles y la jungla igual va a regenerar sola. Eventualmente sí va a haber el crecimiento de la jungla por debajo del rastrojo que se le dice al crecimiento secundario. La puerca es la parte del corredor biológico que conecta al mar. Como te dije, tengo 22 años o 21 años de estar reforestando, entonces si no hubiera dejado que eso reforestara, no creo que esto hubiera podido hacer el trabajo que está haciendo en ser parte del corredor, porque esas especies que te digo en 20 años crecen altísimo, a diferencia de las especies de jungla que crecen 2, 3 pies por año. Entonces eso sí, hay un bosque grande ahorita mismo. Entonces sí, somos lo que conecta el mar con el corredor biológico. Pour la première fois cette année, le nouveau gouvernement a mis en place un ministre de l'Environnement très impliqué qui va reprendre tous les parcs nationaux de Panama en main, qui sont dans un état lamentable, il l'a constaté lui-même, et donc qui veut les remettre en ordre, et faire respecter les lois. Et ça va être une aide importante, même considérable pour la Fondation, qui se sentait très seule jusqu'à maintenant dans notre corridor. Et nous avons de fait reçu la visite du ministre lui-même, qui est venu ici il y a 3 semaines, visiter le projet, visiter le parc national. Nous avons pu converser avec lui, lui expliquer un peu tout ce qui se passait, les problèmes, les possibilités, ce qu'on attendait du gouvernement. Et il a été très à l'écoute et apparemment, il a mis en œuvre toutes les promesses qu'il avait émises à ce moment-là immédiatement. Donc on est assez satisfait, on va voir comment ça va se passer, mais pour l'instant, on va dire que c'est très positif et ça va nous pousser et nous permettre d'aller beaucoup plus vite. On a donc été curieux de connaître le point de vue du ministère. Et grâce à René, nous avons été chanceux de pouvoir rencontrer plusieurs fonctionnaires, ainsi que le vice-ministre de l'Environnement, M. Oscar Valarino. El Ministerio de Ambiente inició esta gestión en el nuevo gobierno hace 7 meses y encontramos que nuestras áreas protegidas estaban totalmente desprovistas de recursos humanos, guardaparques, falta de liderazgo en el territorio, deforestación en muchas de estas áreas impulsada por madereros ilegales y también lo que fue amenazas a la fauna, sobre todo en muchas de estas áreas protegidas. Así que iniciamos con mucha fuerza, creamos una escuela de guardaparques. En los primeros 7 meses ya hemos graduado a 100 guardaparques que están ya en las áreas protegidas. Igual no solo en las áreas protegidas del área de tierra, sino en el Golfo de Chiriquí, donde está el Parque Marino Coiba y Cordillera de Coiba, donde ya hoy cuentan con 25 guardaparques, equipos para todos. Estamos también montando un centro de monitoreo para controlar la pesca ilegal no declarada y la contaminación, donde podemos ver cuáles son las embarcaciones que están pescando ilegalmente en estas áreas.
Panamá fracasó desde los años 80, arrancó junto con Costa Rica haciendo las cosas parecidas, pero Costa Rica fue manteniendo la autonomía de los parques nacionales, manteniendo inversión, manteniendo más calidad del recurso humano que trabajaba en los parques, porque los directores viven en los parques. Aquí en Panamá eso no ocurre. Aquí el director de un parque vive en la ciudad y viaja 1 o 2 horas para llegar al parque. Errores de ese tipo. Y el tema de los recursos económicos es importante. Por lo menos Costa Rica creó un impuesto al combustible en el año 90, hace 30 y tantos años, y de ese impuesto se ha financiado gran parte de la conservación de biodiversidad, bosques, áreas protegidas en Costa Rica. Eso en Panamá no ha ocurrido nunca. Entonces seguimos trabajando con un presupuesto corto, que es inseguro, no se sabe cuánto va a tocar cada año. Esas son parte de los factores, ¿no? No hay escuelas de recursos naturales y entrenamiento para directores de áreas protegidas. Eso en Panamá no existe. No hay una carrera de ese tipo. Que ahí habría una gran oportunidad para universidades establecer ese tipo de entrenamiento. ¿Ve? Apenas acaban de comenzar unos cursos de entrenamiento para guardaparques o guardabosques. Apenas van 100, se necesitan 600. Entonces son un tema de presupuesto, de política de Estado y de educación y capacitación. Bueno, siempre, y no bloqueos, sino más bien, diría yo, retos que hay que superar, como lo hemos estado haciendo. Uno es la coordinación. Creo que ese es uno de los más importantes, porque nuestras instituciones individualmente no cuentan con los recursos suficientes para poder atender esto, y siempre buscar sinergias, y no solo con las autoridades, sino también con los grupos organizados civil, voluntarios y organizaciones ambientalistas a nivel nacional. Estamos trabajando mucho mejor con estos grupos organizados para apoyarnos mutuamente en lo que son las gestiones que estemos realizando a nivel nacional en diferentes proyectos. La otra es que ya el gobierno de Panamá va a tomar medidas para colaborar o ayudar a las personas que tienen montañas a que las conserven. Sin ser áreas protegidas declaradas, esas personas podrían estar recibiendo un incentivo económico, lo que se llama pago por servicios ambientales, ¿verdad? Y dado que esa montaña produce agua, oxígeno, calidad del clima, alojamiento para la biodiversidad, esas personas podrían estar recibiendo un aporte económico, así como hay subsidios para la industria, para el turismo, para el urbanismo, bueno, subsidios para la conservación. Un autre aspect très important, mis à part les fonds, vraiment, qui est le nerf de la guerre, c'est sûr que le côté scientifique, le développement et la recherche sur place est également très très important pour nous. Parce que ça nous permettra de légitimer un peu notre présence et la sauvegarde. Le fait d'avoir des scientifiques sur place, des études, de peut-être trouver de nouvelles espèces, amène toujours un peu plus d'eau au moulin et va nous permettre de sauvegarder plus facilement, au niveau gouvernemental en tout cas, une zone qui est assez unique, qui a beaucoup d'espèces endémiques et très fragilisée. Donc on est très très intéressé par toutes les études scientifiques qui pourraient avoir lieu ici. D'ailleurs, on est prêt à accueillir tous les chercheurs de tous horizons. Et c'est vraiment un aspect important, ça c'est sûr. Principalmente en este momento, y quizá por los 2 próximos años, la prioridad es la identificación de los recursos forestales, hídricos y biodiversidad que hay en esta región. Eso requiere bastante trabajo con imágenes satelitales, equipo de campo para caminar, fotografía, GPS, campamentos, entrenamiento para los equipos y los grupos. Necesitaríamos becas para estudiantes de universidades panameñas que quieran hacer tesis sobre distintos aspectos ecológicos de la región. Y desde luego equipos de movilización, de transporte, campamentos y fondos, recursos económicos para poder integrar más personas que pueden participar de este proceso. Si bien el gobierno
está contribuyendo en este momento y habrán algunos funcionarios que van a venir a cooperar, pero nunca es suficiente. Y como queremos hacer crecer el proyecto, pensamos que el financiamiento internacional va a ser importante en esto, y la cooperación.